Bonjour et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. En tout cas, moi ça va très bien. Je tenais à me présenter à tous ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je suis Christelle Dekocha, la youtubeuse du moment. Donc avant qu'on puisse passer à la vidéo que vous attendez tous, j'aimerais vous parler d'une application qui va en aider plus d'un. Donc, je vais vous parler de l'application TapTapSend. C'est une application qui permet à la diaspora congolaise de pouvoir envoyer de l'argent vers leur famille en Afrique. Cette application-là est une application que vous pouvez télécharger sur votre téléphone. Donc en gros, pas besoin de vous déplacer en agence. Vous faites les transferts à partir de votre téléphone qui arrive directement sur le mobile monnaie de votre proche. Donc c'est-à-dire RTL, Orange Money, MTN Monnaie mobile. Donc voilà, ce sont les applications auxquelles votre famille pourra recevoir votre transfert d'argent. Les transferts d'argent sont sans frais pour les transferts de l'Europe vers le Congo-Kinshasa et de 2,50 € fixe, c'est-à-dire que tout montant que vous allez mettre, même si tu mets 2000 €, tu vas payer 2,50 € de frais pour les transferts de l'Europe vers le Congo-Brazzaville. Mais pour les gens qui veulent envoyer de l'argent vers le Congo-Kinshasa, vous avez 0 € de frais sur n'importe quel montant. Donc les mamans, les papas, je sais que vous êtes beaucoup à me suivre. Téléchargez l'application TapTapSend. C'est vraiment une application qui va beaucoup vous aider pour les transferts d'argent. Terminez MoneyGram, terminez tous les autres. En tout cas, là, on a une application qui a été faite pour nous et vraiment, je vous recommande. Je vais vous mettre une vidéo juste à côté, juste à côté ici pour vous montrer comment utiliser l'application TapTapSend sur votre téléphone. C'est super facile, c'est hyper pratique et vraiment, vous ne perdez pas de temps. En quelques secondes, vous avez fait votre transfert vers le Congo. En plus de ça, vous bénéficiez de € offerts avec mon code promo Dekocha. Vous imaginez, 5 € offerts. Donc, n'hésitez pas vraiment. Je vous recommande. C'est une très bonne application. Vraiment, c'est pas pour vous vendre du rêve, mais c'est une très bonne application. En moins de 30 secondes, vous avez fait votre transfert vers votre destinataire. Vous imaginez comment c'est rapide? Pour toutes les personnes qui ont RTL, qui ont Orange Money, qui ont M-Pesa, qui ont MTN, Mobile Money, immédiatement l'argent. Donc vraiment, je vous recommande TapTapSend. Ajoutez cette application-là sur votre téléphone. Maintenant pour la vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Raconte-moi ton histoire. Donc pour tous ceux qui avaient suivi ma dernière vidéo avec le titre Raconte-moi ton histoire, ce sont des histoires que je raconte qui proviennent de mes abonnés. Ça, je tire un point dessus parce qu'on fait que de me demander, oui, c'est ton histoire. Non, ce n'est pas mes histoires. Ce sont les histoires de mes abonnés qui viennent me raconter et qui, en fait, veulent être en anonyme. Et donc, moi, je me mets dans la peau de mon abonné pour raconter son histoire. Donc, voilà, aujourd'hui, je viens vous parler de mon histoire qui a comme titre « Mon grand-père m'a violée ». Alors, cette histoire remonte d'il y a 3-4 ans. Aujourd'hui, j'ai 20 ans et j'aimerais justement parler de cette histoire au grand jour pour permettre aujourd'hui à d'autres filles qui vivent ce genre d'histoire-là d'avoir le courage de pouvoir parler parce que ce n'est pas facile. Et aujourd'hui, je décide de prendre la parole à travers cette youtubeuse parce que je sais que mon histoire sera suivie. Et en tout cas, j'espère que mon histoire pourra édifier et aider beaucoup de personnes qui sont passées par là. Alors voilà, j'ai 20 ans, je suis issue d'une famille de 3 enfants et je suis la plus grande, je suis la première. Je suis la première de mes parents. Alors, faut savoir qu'avec mes parents, on a déménagé pour aller habiter à Zurich, donc en Suisse. On s'est installé là-bas. Il faut savoir que quand on s'est installé là-bas, j'avais pas d'amis, je connaissais vraiment personne, je connaissais pas beaucoup de monde et tout. Donc voilà, j'étais un peu livrée à moi-même, etc. Et un jour, j'ai rencontré une amie qu'on va nommer justement Sephora. J'ai rencontré une amie qui s'appelle Sephora, qui habitait là-bas. Et en fait, le feeling a été
très rapidement, on est devenus des super copines. On était tout le temps ensemble. Vraiment tout le temps ensemble. Ce qui fait que, à force que justement notre amitié soit vraiment très forte, ça a fait en sorte qu'en fait, nos parents puissent aussi rentrer en contact et se connaître. Et donc du coup, mes parents et ses parents sont rentrés en contact et c'était devenu limite, pas limite, mais c'était devenu la famille en fait. Sa famille c'était la mienne et moi j'étais la sienne. Et ma famille à moi était la sienne. Donc du coup on était tout le temps ensemble, nos parents aussi étaient tout le temps ensemble et tout. Et faut savoir que moi j'étais hyper proche de ses parents et elle aussi elle était hyper proche de mes parents. Donc en fait c'était un peu vice versa. Les relations étaient vraiment... je ne saurais même pas comment vous dire à quel point, voilà. Mais en tout cas, c'était devenu comme la famille. Et ses parents, je les considérais vraiment comme mon grand-père et ma mamie. Parce qu'en fait, c'était des parents, justement, ils étaient âgés. Donc, voilà, comme on dit chez nous, les Africains, c'est papy, mamie. Hein, dès qu'ils sont assez âgés, ça devient directement papy, mamie. Au fur du temps que les années passaient et tout... on a appris avec le temps qu'en fait, du coup, la famille de Sephora et la mienne, on avait des liens du sang. Ce qui était encore plus bien, en fait, parce que, justement, comme on se considérait déjà comme une famille et tout, c'était déjà trop bien, en fait, que, justement, il y a le lien du sang qui vient de se rajouter à ça. Et un jour, comme ça, avec mes petits frères, on était partis dormir chez Sephora pendant 3-4 jours. Donc, on est parti dormir chez Sephora pendant 3-4 jours et tout. Et tout se passait très bien au tout début. Tout se passait très bien. Il n'y avait aucun souci. Rien du tout. Rien d'alarmant. Tout se passait bien. Ensuite, un jour comme ça, j'avais cours et je suis rentrée en fait plus tôt que prévu. Du coup, quand je suis rentrée plus tôt que prévu, il y avait Papy. Papy qui est le papa de Sephora. Donc, on s'est retrouvés tous les deux à la maison. Et à ce moment-là, il faisait froid. Je pense qu'on était en hiver, si je me rappelle bien. Oui, c'était déjà l'hiver. Donc, moi, j'étais partie vers... je suis partie m'asseoir à côté du chauffage à la maison. Et lui aussi, il était à côté du chauffage. Donc, comme j'avais froid, je suis partie m'asseoir là-bas. Et il faut savoir que la relation de moi et Papy, elle était super... on s'entendait super bien, en fait. Vraiment, je les considérais vraiment comme mon papy et ma mamie, en fait. On s'entendait bien. Il n'y avait rien de bizarre. Et à ce moment-là, quand je me suis assise à côté de lui, où il y avait le chauffage, j'ai reçu un appel de mamie. Donc, mamie, la mère de Sephora. Et quand je parlais avec elle au téléphone, d'un coup, Papy met sa main en dessous de mon haut et il touche mes seins. Et j'étais tétanisée, je ne savais même pas comment réagir tellement j'étais choquée. J'ai dit, mais... comment je vais réagir face à ça, en fait, parce que j'étais au téléphone avec mamie et je voulais pas que mamie puisse s'apercevoir qu'il se passait quelque chose de bizarre. Et en fait, dans ma tête, j'ai essayé de me poser la question, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il met sa main là? Enfin, je comprends pas. Et du coup, dès que j'ai raccroché le téléphone, j'ai enlevé sa main et je suis partie. Quand je suis partie, je lui ai pas demandé d'explication, j'ai rien dit tellement j'étais choquée et je m'y attendais pas à une réaction pareille venant de Papy. Du coup, je suis partie et malheureusement, on n'a pas pu rentrer chez nous dès le lendemain et tout. On est resté là-bas une semaine. Il faut savoir que les une semaine étaient les une semaine les plus longues de toute ma vie parce que c'était là, à ce moment-là, que mon calvaire a commencé. Papy se permettait de me toucher même quand je me lavais. Quand je me lavais et qu'il savait qu'il n'y avait personne, il rentrait dans la douche, il touchait mes fesses. J'avais beau crier, j'avais beau le repousser, il me touchait, il me forçait. Même quand je criais, il s'en foutait en fait. Il n'en avait rien à foutre, excusez-moi du terme, mais il s'en foutait de ce que ça pouvait me faire. Lui, il pensait qu'à lui en fait. Il pensait qu'à son bien personnel et donc voilà, j'étais tétanisée, je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas comment réagir face à ça. Chaque nuit, je pleurais parce que je me demandais qu'est-ce qui m'arrivait. Je ne comprenais pas pourquoi il m'arrivait ça. Je pleurais et je pleurais vraiment parce qu'en fait, je me disais que j'avais trop peur de parler ou de m'expliquer par rapport à ça parce que je ne savais pas comment les gens allaient réagir. Je ne savais pas si on allait me croire, je ne savais pas si on allait me faire passer pour une menteuse ou pour une briseuse de foyer. Je ne savais pas.
Et donc, je passais mes nuits à pleurer, j'étais malheureuse, j'étais dégoûtée de moi-même en fait. Et donc, à mon retour à la maison avec mes frères et sœurs, les choses se sont encore empirées. Ils venaient tous les jours à la maison. Et en plus de venir tous les jours à la maison, ils venaient tout le temps me chercher à l'école. Quand je vous dis tous les jours, c'était sans exception. Tous les jours, ils venaient me chercher à l'école. Sauf qu'en fait, quand ils venaient, c'était très stratégique de sa part. Il ne me touchait plus, en fait. Ça veut dire que il venait me chercher, il me ramenait des trucs, en fait, histoire de m'amadouiller, en fait, de me faire penser que ce qui s'était passé, c'était pas ce que je pensais, que voilà, j'oublie ce qui s'est passé. Donc, il me ramenait des trucs, il venait me chercher en voiture. Donc, moi, en fait, ça m'arrangeait d'une part. En gros, je fermais les yeux sur ce qui s'était passé parce que voilà, je voyais que mon avantage. Je me disais que voilà, je veux rentrer en voiture, il vient me chercher en voiture, il me ramenait du McDo. En fait, plein de petits trucs, en fait, qui, à l'âge de 16 ans, 15 ans, tu es vraiment... c'est trop facile, en fait, d'amadouiller un enfant de cet âge-là. Surtout quand tu es vieux, tu sais comment retourner l'esprit d'une jeune fille de 15 ans ou de 16 ans. Donc, du coup, il faisait ça. Il venait tous les jours me chercher, mais vraiment tous les jours. Et un jour, il est venu me chercher. Je me rappelle très bien de cette date. C'était le 14 février. Donc, c'était un jour, le jour de la Saint-Valentin. Et cette date, au jour d'aujourd'hui, je la déteste. Je la déteste parce qu'en fait, c'est une date qui me traumatise par rapport à ce qui s'est passé ce jour-là. Donc, ce jour-là, il vient me chercher à l'école et tout. Et je vois qu'il m'apporte un parfum. Et donc, je lui dis, ah, tu m'as acheté un parfum et tout. Et mamie. Et puis, il me dit quoi? Il me dit cette phrase, oui, ne parle pas de mamie dans nos histoires, ça ne la regarde pas. Ce qui nous regarde nous, ça nous regarde nous. Des phrases typiques d'un violeur. Et donc, de là, je le regarde en mode... franchement, t'es sérieux? Donc, en fait, j'étais... encore choquée de l'entendre dire ça. Donc du coup, moi aussi, ben, comme une idiote, je prends son cadeau. Je prends son cadeau et tout. Et avant d'arriver chez moi, avant de me déposer devant chez moi, il me dit, oui, et moi, ce sera quoi mon cadeau? Et je le regarde en lui disant, ben, j'ai pas de cadeau à te donner en fait. Tu m'as donné un cadeau, t'es mon papy, donc je vois pas quel cadeau je vais te donner. Mais en fait, je faisais semblant de pas comprendre, alors je comprenais très bien ce qu'il voulait, ce qu'il attendait de moi en fait. Je savais très bien ce qu'il attendait de moi. Et il faut savoir qu'en fait, papy, ma mère lui avait déjà dit que voilà, j'étais plus vierge. Donc, il savait déjà qu'en fait, je connaissais les hommes. Et il se servait de ça en fait... en me répétant cette phrase-là pour que je puisse comprendre parce qu'en gros, pour lui, j'étais pas un enfant. Il savait très bien que je connaissais des choses. Donc, même s'il me dit ça, en fait, tôt ou tard, j'allais comprendre le cadeau dont il avait besoin venant de moi. Et du coup, le soir, il était venu à la maison parce qu'il fallait qu'il dépose quelque chose pour mon papa. Et il s'est avéré que quand il est venu, ben, du coup, mon papa n'était pas là. Il n'y avait que moi à la maison, donc il fallait qu'il attende mon papa avec ma mère et mes petits frères à la maison. Et du coup, j'ai commencé à avoir peur parce que je me suis dit, là on se retrouve tous les deux, et s'il recommence en fait, qu'est-ce que je vais faire vu qu'on n'est que nous deux dans la maison? Et de là, d'un coup, papy me demande, ouais, où est ma surprise? Comme il savait que papa n'allait pas arriver sur le moment même, il me demande où est ma surprise. Et surprise, je lui demande, quelle surprise? Et de là, il me prend de force et il se permet de me forcer. Excusez-moi du terme, ça va peut-être choquer certaines personnes, mais il se permet d'introduire ses doigts. Voilà quoi. Et à ce moment-là, j'ai commencé à crier « Lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi » et tout et tout. Il me forçait, il me fermait la bouche comme ça. En gros, vraiment, il a été super violent au point de me mettre une gifle pour me dire de me taire. Et tellement j'ai eu peur, j'étais tétanisée, je ne savais pas ce qu'il allait me faire. Je l'ai laissé faire. Et à ce moment-là, je ne savais plus quoi faire. Donc à ce moment-là, mon cerveau, il se déconnectait complètement. Il s'est complètement déconnecté, mon cerveau s'est complètement déconnecté. Et je me suis mise à pleurer. Et devant mes parents, il a fait semblant. Et je suis restée enfermée dans ma chambre. Je suis pas sortie de ma chambre pendant 2 jours. Ma mère comprenait pas qu'est-ce qui se passe. Pourquoi tu sors pas et tout et tout et tout. Et je lui disais seulement que voilà, j'étais pas bien et tout et tout.
Et ensuite, c'est passé et c'est devenu une habitude. C'est devenu une habitude au point où c'est choquant, je vais le dire comme ça, mais au point où j'ai commencé à prendre du plaisir à ce qui se passait. Mais en gros, au fond de moi, je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je parle pas? Pourquoi je le laisse me forcer à faire des choses que je ne veux pas? Pourquoi? Je ne comprenais pas. Et c'était arrivé au point où à chaque fois qu'il venait, ben, mon cerveau se déconnectait. Parce que malheureusement, dès le départ, comme je n'avais pas parlé, c'était comme si j'acceptais ce qu'il faisait avec mon corps. Et c'était devenu une habitude. À chaque fois, il se rachetait avec de l'argent, avec des cadeaux, avec des choses. Et en fait, il avait commencé à avoir une emprise sur moi. Parce qu'il savait que j'avais très très peur de lui, parce qu'il était violent avec moi. Et au début, c'était tout le temps, comme je vous ai dit, jusqu'au jour où il m'a violée. Et le jour où il m'a violée, en fait, je ne savais plus quoi dire. Je criais plus. En fait, je laissais vraiment mon corps faire. À chaque fois que je me retrouvais avec lui, mon cerveau se déconnectait. Mon cerveau se déconnectait et je ne savais plus tout ce qui se passait. Parce que j'avais peur. Il me tapait. Quand je criais, il me tapait. Il me violentait. C'était arrivé au point où il me frappait quand je ne faisais pas ce qu'il voulait au lit. Et j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Ça touchait sur mon moral. Ça touchait sur mes études. Vraiment, en fait, il m'avait tétanisé. Et ça a duré pendant pratiquement 1 an. Pendant pratiquement 1 an, mon grand-père me violait. Et se servait justement comment vous dire? Il se servait justement de mon innocence, de mon âge d'enfant pour faire ce qu'il faisait. Désolée, c'est très difficile hein, de raconter ça. Mes études, mes notes étaient en baisse, je n'allais plus à l'école. En gros, devant mes parents, je faisais semblant, mais j'étais pas bien. J'étais pas bien parce que après tout ce temps-là, je me disais que j'aurais dû parler, mais tellement j'avais peur, tellement je ne savais pas comment on allait me prendre, tellement c'est tellement dur en fait de parler d'une chose où tu sais pratiquement que ta famille respecte tellement cette personne-là que même si tu parles au fond de toi, ça se trouve qu'on va pas te croire. Et donc voilà, c'était tout le temps comme ça, jusqu'au jour où j'en pouvais plus et que nous avions déménagé. Quand nous avions déménagé, j'ai décidé de tout changer. J'ai changé de numéro, j'ai changé d'école, j'ai changé tout. En fait, on habitait toujours en Suisse, mais j'ai tout changé. On est parti assez loin en province. Et du coup, il faut savoir que, aussi, j'ai oublié ce détail-là. J'en avais parlé à ma meilleure amie, mais je n'avais pas dit à ma meilleure amie l'histoire du viol. Je lui avais juste dit que voilà, son papa avait eu à avoir envers moi des attouchements sexuels. Et voilà, je lui avais dit, elle était aussi très choquée, mais je l'avais supplié de ne rien dire à personne. Ce qu'elle n'avait pas fait jusqu'au point où un jour elle a craqué et elle en a parlé à ma mère. Et quand elle en a parlé à ma mère... je ne savais pas quoi dire à ma mère. J'ai seulement dit à ma mère que oui, effectivement, il avait eu à avoir des attouchements envers moi, mais que c'était que cette fois-ci-là et qu'il n'avait plus osé le refaire. Donc, 6 mois après sont passés. 6 mois après, un jour, j'avais trop mal au ventre. Donc, je me rends à l'hôpital où on me dit que voilà, j'étais atteinte de la chlamydia, une MST, et je suis tombée de haut parce que je savais que c'était lui qui m'avait transmis cette maladie-là, cette infection-là, pardon. Et j'étais trop mal, j'étais bouleversée, j'étais vraiment trop mal et tout. Et on m'avait donné des traitements et tout, et ces traitements-là n'étaient pas assez forts. Et suite aux examens que j'ai eu à faire par la suite, on m'a dit que voilà... j'avais 2% de chance d'avoir des enfants. Vous imaginez qu'à cet âge-là, vous avez 16-17 ans, on vous dit ça, c'est un choc mental, au point où j'ai voulu me suicider 2 fois de suite.
2 fois de suite, j'ai voulu me suicider. J'étais mal en point où ça n'allait vraiment plus. Ça n'allait vraiment plus jusqu'au jour où j'ai décidé de parler. J'ai décidé de parler. Le jour où j'ai décidé de parler et de raconter toute l'histoire à mes parents, c'était parce que 6 mois après, la nouvelle que les médecins m'avaient donnée par rapport à la chlamydia, au fait que voilà, je ne pouvais pas avoir d'enfant, 4 ans s'étaient écoulés depuis cela. Entre-temps, voilà, je suis un enfant de Dieu, donc je sais que les médecins peuvent dire quoi que ce soit, ils peuvent avoir des paroles ou quoi, mais je sais que le médecin des médecins, c'est Jésus. Donc du coup, j'y croyais, et 4 ans de cela étaient passés, après toutes les histoires que je vous ai racontées. Et il faut savoir que moi, ma meilleure amie, son papa, sa maman, je ne les voyais plus. Je les voyais vraiment plus. Et du coup, ça fait que peu à peu, en fait, le temps passé, et j'essayais d'oublier ce qui s'était passé. Jusqu'au jour où je l'ai revu. Quand je dis je l'ai revu, jusqu'au jour où j'ai revu papy. Le jour où j'ai revu papy, ça a été une destruction totale, en fait. Parce que j'étais tétanisée, bouleversée. Et là, en fait, j'étais rentrée dans une dépression incroyable. Au point où je commençais à faire des allers-retours à l'hôpital. Je voyais des psychologues et tout. Et jusqu'au jour où j'ai décidé de parler. Je me suis dit que je ne pouvais plus continuer comme ça parce que ça devenait trop lourd pour moi. Je me suis dit que non, là, je dois parler. Et je dois dire vraiment, réellement, tout ce que ce monsieur m'a fait subir. Et j'ai dit toute la vérité. J'ai raconté toute la vérité à mes parents. Et voilà, aujourd'hui, je suis en procédure judiciaire. Nous sommes en procédure judiciaire par rapport à cette histoire. C'est long, je sais. Mais je sais que Dieu fera justice par rapport à cette histoire-là. Et voilà, je suis confiante et je sais que Dieu me justifiera par rapport à cette histoire. Mes parents, quand je leur ai raconté, ont été très choqués. Ça avait fait des histoires incroyables, mais quand je vous dis incroyables, c'était terrible. Mais mes parents m'ont cru parce qu'en fait, ils ont recollé tous les morceaux de chaque étape de ce qui a pu se passer dans ma vie. Et ils ont vu que oui, effectivement, depuis que ces personnes-là étaient rentrées dans notre vie, ma vie s'était complètement dégradée. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais mieux, je me relève peu à peu. Et voilà, je voulais parler de mon histoire parce que je sais que mon histoire touchera énormément de personnes. En tout cas, à toutes les personnes qui passent par ce genre de moment, par ce genre d'événement dans vos vies, ne gardez pas en vous parce que c'est une destruction totale. Et en gardant, en fait, sans vous rendre compte, vous vous détruisez vous-même. Mais l'autre personne en face, pour mon cas, il vivait bien. Il vivait sa best life. Donc pendant les 4 ans qu'on ne s'était pas vu, il était tranquille. Pendant que moi, je me détruisais. Mais voilà. Comme on dit, il y a un temps pour tout. Voilà. Le mensonge peut prendre autant de temps, mais la vérité finit toujours par triompher. Et donc, aujourd'hui, j'ai exposé la vérité au grand jour. Et nous sommes en procédure. Donc, voilà. Voilà mon histoire. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire. Ça me ferait vraiment plaisir de voir vos messages. Et voilà. Donc, merci. Merci à toi, Christélie. Donc, je parle pour moi parce que c'est le message de cette personne où, voilà, elle me dit merci à toi, Christélie. Merci parce que tu as parlé de mon histoire. Et vraiment que Dieu te bénisse et que Dieu t'accompagne encore aussi longtemps sur ta démarche sur YouTube parce que tu iras vraiment très loin. Donc, voilà. Donc voilà, la famille, merci d'avoir suivi cette histoire-là. Oui, je raconte l'histoire comme si c'était la mienne. Parce que le but de « Raconte-moi ton histoire », c'est que je puisse vous raconter l'histoire comme si c'était moi qui la vivais. Et ça me fait aussi du bien de la raconter comme ça parce que
je rentre dans le personnage de la personne, dans l'émotion, et je trouve que c'est mieux comme ça vu que la personne n'est pas là. Donc vaut mieux que ce soit moi qui me fasse passer pour elle. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous aimez ce concept-là et si vous voulez encore plus de vidéos comme ça. Je n'hésiterai pas à vous en faire plus souvent, au point d'essayer de mettre voilà, chaque semaine une vidéo comme ça. Pour les personnes qui aimeraient me raconter leur histoire, mes réseaux sociaux s'affichent juste là. Donc ajoutez-moi sur ces réseaux-là et n'hésitez pas à venir me raconter vos histoires. N'ayez pas peur, c'est 100% anonyme. Tout ce que vous racontez reste anonyme. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à cliquer sur la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Et je vous fais des gros bisous.